C'est bon, je croyais qu'il y avait une mouche dans la chambre. Aujourd'hui, bilan lecture du mois de mai. Alors d'abord, pas avant de commencer, je vais commencer par les livres que j'ai pas en physique parce que sinon c'est sûr que je vais les oublier. Tout d'abord, je me souviens plus, en vrai ça fait depuis plus que le mois de mai que j'ai continué la série Spy Family et ce mois-ci j'ai lu le 12e. Donc je suis à jour maintenant, j'attends que le 13 sorte. En plus, j'ai regardé la série qui est sortie sur Netflix. C'est trop bien, c'est trop drôle. Si vous aimez les mangas et que vous n'avez pas encore regardé, lu cette série, allez-y. Et même si vous aimez pas les mangas, moi je trouve ça super. C'est vraiment super drôle, vraiment j'adore. Et c'est un petit truc slice of life. Il y a quand même un plot, mais ça reste assez cosy. Vraiment des vibes parfaites. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Et ensuite, le deuxième, je sais pas pourquoi j'ai pris ma liste, c'est parce que je l'avais écouté. J'ai écouté Everyone in this room will someday be dead de je sais plus quelle autrice. Oui, c'est sûr que c'est une autrice. Je l'ai écouté comme ça sur un coup de tête parce que Enzo il me tannait pour le lire depuis très longtemps. Et je l'ai lu un peu sur un coup de tête. Et au début, je vous avoue que j'ai commencé à me dire je pense que je vais le DNF parce que c'est encore une histoire sur une meuf dans sa vingtaine qui est un peu perdue dans la vie. Elle est genre au chômage, elle sait pas trop ce qu'elle fait. Elle a beaucoup d'anxiété et du coup elle arrive pas trop à trouver sa place dans le monde. Nanana. Bon, j'en ai lu et relu des livres comme ça et du coup je me suis dit qu'est-ce que ça va m'apporter de plus, j'ai l'impression pas grand chose et j'ai failli arrêter. Mais après, à partir du moment où en fait l'histoire c'est ça, c'est une personnage comme ça, sauf qu'en fait l'histoire c'est que genre à un moment elle rentre dans une église parce qu'elle a vu une pub, genre un flyers dans la rue qui disait que ça offrait des consultations de psychologie, bref, gratuites et en fait c'était un peu... C'était pas un scam, mais genre en gros, il disait pas qu'en fait c'était juste des confessions à l'église quoi. Du coup, elle rentre et quand elle arrive, il y a quelqu'un qui lui dit ah, t'es là pour l'interview, pour le nouveau job, l'entretien, pardon. Et elle est là, je suis au chômage donc je vais dire oui. Et du coup, elle se retrouve à travailler en tant que hôtesse d'accueil, on va dire, dans une église, sachant qu'elle est athée et que surtout elle est lesbienne. Et à partir de ce moment-là, ça devient super drôle, super funny. Beaucoup quand même de descriptions d'anxiété, de crise de panique autour de la mort principalement, d'où le titre. Mais j'ai quand même trouvé ça super drôle et je suis contente au final d'avoir été au bout. Donc en vrai, je recommande. Ensuite, je crois que dans l'ordre en vrai, le premier que j'ai fini ce mois-ci, c'est The Secret Garden de France Hodgson Burnett. C'est une édition absolument magnifique que m'a offert Enzo pour Noël. Et depuis, je l'avais pas encore lu, donc en fait j'attendais le printemps. Même si ce mois de mai il a pas fait spécialement beau, mais bref. Et au début j'étais un peu perplexe, je vous avoue, parce que franchement avec la vibe et tout, ça me faisait grave penser à la série Anne de Green Gables, que ce soit dans l'esthétique ou même l'histoire, parce que là aussi on suit une petite fille. Seule différence c'est que elle c'est une petite fille d'une famille un peu riche, sauf qu'en fait ça commence l'histoire dans les colonies anglaises en Inde. Et il y avait plein de réflexions et de commentaires sur les Indiens et tout qui étaient un peu limite au début. Du coup j'étais en mode mais donc qu'est-ce que c'est que ce livre finalement. Et aussi je savais pas où est-ce que ça allait l'histoire parce qu'en fait la fille, ses deux parents meurent de... Je crois que c'est le choléra. Du coup, après, elle est renvoyée en Angleterre chez son oncle. Et là, elle va un peu changer. Parce qu'avant, c'était une petite fille gâtée. Et elle va un peu aller explorer la maison et découvrir le Secret Garden. Et en même temps, se lier d'amitié avec le fils de la maison qui était un peu caché et tout parce qu'il est malade. Et du coup, on suit leurs petites aventures, leurs relations qui évoluent et comment leurs relations et leurs aventures les font changer eux et grandir aussi eux en tant que personnes. Beaucoup d'appréciation de la nature, ça se passe au printemps et ils sont là, ils vont dans le jardin et ils essayent de voir les petits bouts... C'est quoi le mot?
les bourgeons, les petits pointes de verre qui commencent à sortir à la fin de l'hiver, tout ça, c'est trop mimes. Après, il y avait un peu une morale un peu chelou sur le fait de... en fait, si t'as pas envie d'être malade, tu peux te convaincre dans ta tête que t'es pas malade et tu seras plus malade. Ça m'a un peu donné une vibe de genre livre de self-development en mode the power of the mind. Tu peux genre guérir du cancer grâce à de la méditation. Ça m'a un peu, un peu donné cette vibe. À la fin, je sais pas pourquoi il a fallu tourner la morale de la fin de l'histoire sur ça. Mais à part ça, en vrai, c'était cute, c'était mimes et à lire à cette période de l'année. Ensuite, j'ai fini le deuxième tome dans la trilogie du problème à trois corps, La forêt sombre, qui est significativement plus long que le premier. En vrai, non, il est pas significativement plus long que le premier, il est juste plus long que le premier, mais le ressenti est beaucoup plus long et dur parce que les chapitres font genre 300 pages chacun. Donc c'était dur. Ah oui, j'avais grave oublié que j'avais fait ça. Carrément, j'ai dû prendre des notes tellement j'arrivais pas à suivre. Mais j'ai quand même été au bout. Là, par rapport au premier tome, l'échelle est complètement différente. Le world building, on part vraiment sur autre chose. On n'est plus du tout... On fait un énorme saut dans le temps et du coup, là, le côté... science-fiction d'anticipation prend d'autant plus son sens et c'est un peu plus dur, du coup je vous mens pas, c'est un peu plus dur à la lecture, mais quand même les petits plot twists qu'il y a eu à la fin de celui-ci me donnent beaucoup trop envie de savoir comment ça va se terminer, mais quand même je dois le dire, beaucoup plus difficile à lire que le premier, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai lu Qui me faisait de l'œil depuis un long moment, que j'ai finalement craqué et décidé d'acheter. Mais c'est pas grave que j'ai craqué parce que je l'ai lu immédiatement, vous voyez, donc dans ma quête à terminer ma palle, il m'a un petit peu retardé, mais il est pas resté longtemps dans ma palle, donc c'est pas grave. C'est Les silences des pères de Rachid Benzine, désolée si je le prononce mal. En gros, on suit je crois que c'est un pianiste, un artiste en tout cas de musique, dont le père meurt, avec qui il n'avait pas une relation très proche, d'où le titre en fait. Son père, il avait l'impression de pas vraiment le connaître parce qu'il parlait pas beaucoup, tout ça. Et en rangeant ses affaires une fois que son père est décédé, il va tomber sur une boîte avec plein de cassettes, des cassettes que son père envoyait à l'époque à ses parents à lui, donc les grands-parents du personnage principal, quand il a émigré en France. C'est pas dit explicitement, mais je crois que c'est parce que les parents ne savaient pas lire et écrire, du coup c'était leur manière de communiquer, et apparemment c'était un truc qui se faisait pas mal à l'époque. Oui, j'ai oublié de dire que du coup sa famille, son père, il vient du Maroc et il a immigré en France, et du coup en fait à travers ces cassettes, le fils va revisiter l'histoire de son père qu'il n'a jamais eu de la bouche de son père, et du coup découvrir la personne qu'il était à travers les cassettes, et aussi ça va le mener un peu dans un pèlerinage où il va aller à la rencontre d'anciennes connaissances de son père, des amis plus ou moins proches, des anciens collègues, tout ça, et du coup comment il redécouvre son père et que du coup son souvenir de lui et comment il se sent par rapport à son père aussi va un peu changer du coup à travers ce petit périple. En vrai, ça se lit super facilement, je l'ai lu en un week-end, c'est doux, ça m'a un peu fait penser à La plume de Philippe Besson, dans le côté assez dépouillé et quand même assez beau et doux, je le redis. Donc, si ça sonne comme quelque chose qui pourrait vous intéresser, je recommande beaucoup. Et ensuite, j'ai enfin attaqué The Silence of the Girls de Pat Barker. Je sais plus comment il a été traduit en français, je le remettrai là. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je savais qu'on allait être sur encore un retelling mythologique, mais je savais pas vraiment quel événement allait être raconté, de la mythologie grecque, pardon, ça se voit, non. Sauf que, en fait, je me suis vite rendu compte que on était sur un retelling, encore une fois, de la guerre contre Troie, avec Achille et tout, et qui est exactement ce qui est raconté dans le chant d'Achille, sauf que là, bah voilà, c'est avec un focus sur
les femmes, ou du moins c'est comme ça qu'il est présenté, mais je dois dire que forcément je suis biaisée en ayant déjà lu Le Chant d'Achille, mais en fait j'ai été assez déçue dès que je me suis rendu compte qu'on allait me raconter exactement la même chose que ce qu'on m'avait raconté dans celui-ci. Je me suis dit ok, ça peut être intéressant parce que ça va être avec le POV des femmes, mais en vérité je trouve que ça ne m'a rien apporté. Déjà ça m'a pas plu parce que dans celui-ci forcément Achille est pas dépeint du tout de la même façon que dans celui-ci. C'est pas le mec le plus sympa du monde dans celui-ci, mais dans celui-ci, forcément, en étant du POV des femmes, il apparaît encore plus comme un connard, on va pas se mentir. Donc déjà, bah, j'aimais pas le fait que ça déconstruise mon expérience de celui-ci, mais ça c'est purement personnel et c'est pas de la faute de ce livre-là. Mais j'ai pas aimé aussi que on le présente comme on va vous raconter l'histoire à travers le ressenti des femmes, mais au final on suit qu'une femme, c'est-à-dire la reine d'une ville qu'ils ont conquérie avant d'aller battre Troie et qui devient le présent de guerre, non c'est pas ça, le butin quoi de guerre de Achille, et du coup c'est son esclave quoi, parce qu'il la marie pas, et donc on suit tous les événements, pas partiellement d'ailleurs, même pas à 100%, parce que des fois on a aussi des chapitres avec le POV de Achille et de Patrocle. Donc déjà j'étais un peu en mode c'est pas ça que j'étais venue chercher. Donc voilà, en fait on suit qu'une seule femme et je m'étais dit ok, mais on va quand même avoir les relations qu'elle a avec les autres femmes, comment toutes les femmes sur le camp pendant la guerre de Troie elles vivent un peu cette histoire, non, 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 mais c'est très léger. On a à peine du coup l'histoire et le point de vue de cette femme là, et elle est tout le temps toute seule au final. Elle a quelques interactions avec d'autres personnages féminins, mais c'est très léger, et une grande partie de l'histoire est monopolisée par nous raconter ce qui se passe entre les hommes dans la guerre. Ce que, en ayant lui celui-ci, de toute façon, je savais déjà. Encore une fois, c'est pas de sa faute, mais je trouve ça dommage que de présenter ça comme The Silence of the Girl. Justement, elles étaient bien silenced dans celui-ci, donc déçue. J'ai toujours la suite, je sais pas où il est. Attendez. Je dis la suite, mais je sais pas si c'est vraiment la suite. Ah oui, parce que là il y a le nom de la personnage qu'on suit dans celui-ci. Donc je crois que vraiment chronologiquement ça va bien être la suite de celui-ci. On verra ce que ça donne, je vais le lire. Je me dis, vu que dans celui-ci, normalement ça va raconter la suite, parce que celui-ci il se finit sur la fin de la guerre, ils ont gagné, Achille meurt, non. Donc je me dis, ce qui va être raconté dans celui-ci, c'est potentiellement une histoire que je n'ai jamais lue sous une autre forme, donc peut-être que ça jouera en sa faveur, mais à voir. Pour l'instant j'ai mis de ouf mes réserves, parce que celui-ci j'ai vraiment été déçue, et certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient été déçues. Je vous rejoins, clairement. Après, c'était quand même très bien écrit, très joliment écrit, il faut que je le mentionne quand même, ce serait pas juste sinon. Voilà, et c'est tout. J'ai l'impression que j'ai pas lu beaucoup, enfin pas lu beaucoup, mais que j'ai été hyper rapide. Soit je deviens plus efficace, soit je lis plus beaucoup, je sais pas. Bah, je vais aussi vous dire celui que je suis en train de lire actuellement, que je pense que je vais finir aujourd'hui. C'est de Bernard Cerquiglini. La langue anglaise n'existe pas, c'est du français mal prononcé. Je l'ai vu passer au travail et ça m'a fait beaucoup trop penser au fait que dans la vie de tous les jours j'utilise de l'anglais H24. Avec Enzo, les anglicismes, on est insupportable avec ça. Et du coup je m'étais dit bah, je vais lire ça pour avoir des arguments pour me défendre et dire que en fait les mots qu'on utilise c'est pas vraiment de l'anglais, c'est du français de toute façon, donc arrêtez de... Bref, c'était purement et simplement ça mon intention. C'est un linguiste en fait qui examine la langue anglaise et la décortique et nous explique à quel point le français y est présent, que ce soit au niveau du vocabulaire, des constructions de phrases, de la grammaire, de tout en fait. Là j'en suis à un peu plus de la moitié et c'est super intéressant. Bon, c'est très niche comme sujet, très spécifique, mais comment c'est écrit, ça le rend accessible, et en plus c'est un peu drôle. Il y a une petite pointe d'humour dans comment c'est présenté et tout. Donc si c'est un sujet niche qui vous parle, je conseille.
je viens de regarder mon Goodreads et je me suis rendu compte qu'il y a un livre que j'avais pas mentionné, c'est 10,000 Stitches, que j'ai lu sur ma liseuse. C'est le 2e volume dans la trilogie de Half a Soul. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Bref, c'est pas une suite parce qu'on suit d'autres personnages et tout. Et c'était pas le gag qu'a été Half a Soul pour moi. C'est quand même cool parce que dans celui-ci, en fait, j'aime bien parce que ça se passe dans la Regency era et il y a un petit peu de fantasy. Et là, dans celui-ci, on suit une servante qui, genre, aime pas sa vie parce qu'elle est servante, ça peut se comprendre, et qui rencontre un fée, F-A-E. Franchement, c'est la seule série où je supporte encore les fées. Ils vont genre faire un pacte pour qu'elle épouse un mec pour du coup qu'elle sorte de sa condition de servante. Et du coup ils vont passer plein de temps ensemble et tout, et en fait elle va se rendre compte que c'est pas le mec qu'elle poursuit, qu'elle veut, mais c'est le fait. Et du coup il y a une petite romance comme ça et tout. Mais en fait j'aime bien parce que dans les du coup c'est le 2e que j'ai lu de Olivia Atwater, et du coup même si t'as tout le côté fantasy, le côté romance, il y a aussi énormément de commentaires sur l'injustice sociale, tout ça, et c'est un bon combo pour moi personnellement, j'adore. Donc j'ai pas kiffé autant que Half a Soul, mais j'ai quand même passé un bon moment. C'est plutôt bien écrit, le world building compréhensible et plutôt bien fait, et les messages à chaque fois très cool, et la romance c'est très prude, très soft. Par contre vous attendez pas à du smut, ça c'est sûr et certain, mais moi c'est franchement encore une fois le cocktail parfait, donc je recommande. Et voilà, je sais pas quand est-ce que je vais insérer ça dans la vidéo, mais bisous. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi qu'est-ce que vous lisez en ce moment et est-ce que vous recommandez ou pas. Et je vous verrai dans une prochaine vidéo. Bisous.